Salut à tous, après une très très longue pause, même trop longue pause, on se retrouve pour un nouveau live du dimanche sur Double Break. Programme foot, on va commencer par la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Programme efficace, mais deux enjeux majeurs en ce moment. Et puis en tennis, on parlera de l'actu de la saison sur terre battue, mais aussi du tennis français. Et là, je peux vous dire qu'il va y avoir des critiques. Alors la Ligue 1, évidemment, enjeu majeur, puisque il y a deux incertitudes principales. Tout simplement la première place et puis la troisième place. Alors la question, elle est toute simple, hein, à votre avis, qui va obtenir cette troisième place et qui va obtenir la première place? Avec un calendrier plutôt, c'est plutôt abordable pour les 2 équipes. Donc, moi je dirais que peut-être sur la fin de saison, avec la Ligue des Champions pour le PSG, s'ils perdent contre, Manchester City, ils auront peut-être à cœur de se motiver et d'essayer de remporter, le championnat, mais ils ont pas leur destin entre leurs mains, donc, avantage à Lille. Bon, tout va se jouer pour moi Ok. la semaine prochaine, en fait. Cette 36e journée va pour moi déterminer le champion de France de 2021. Et peut-être qu'on va assister à la fin d'une hégémonie une nouvelle fois. Vu la saison du PSG, pour moi, Lille mérite d'être champion, simplement. Avec l'irrégularité du PSG a été criante cette année, avec des défaites un peu partout, des mauvaises performances au Parc des Princes, avec des défaites contre Nantes qui joue le Et maintien. d'ailleurs, Paris a pas battu Lille en Ligue 1 cette année. Et voilà, et Paris n'a pas battu de concurrence directe cette année en Ligue 1. Ils ont fait 2 défaites contre Monaco, une défaite contre Lyon au Parc des Princes, une défaite contre Marseille. Ils ont fait match nul et défaite contre Lille, donc ils ont du mal. Et ils ont perdu à Lens aussi dans tout début d'année. Donc franchement, la victoire d'hier est plus que poussive. Et Lens aurait franchement mérité d'égaliser. Donc s'ils veulent gagner, il va falloir s'y mettre. Et on donne tout. Et après, ils iront en vacances à Ibiza, à Cannes, où ils voudront. Mais là, ils donnent tout, ils se vident. Ils se rechargeront avec des tequilas plus tard. Verratti, il arrête de fumer la moquette et maintenant il se met à jouer au football. Donc, il y a 3 matchs à jouer, hyper importants. Ils mettent leurs balls sur le terrain. Ils mettent le physique, la technique, le mental, tout ce qu'il faut. Mais après, ils font ces 3 matchs et après, on n'en parle plus. Je tiens à dire que ça fait plaisir, même en tant que supporter parisien. C'était très vite, très ennuyeux de voir le PSG gagner, facilement tout le temps la Ligue 1 parce que finalement le championnat de France n'avait presque plus aucune valeur ni saveur. Donc, là ça fait vraiment plaisir et si on gagne la Ligue 1 cette année, cette Ligue 1 aura vraiment un goût de victoire. Et je vais te redonner la parole puisqu'on va parler du deuxième sujet de l'émission. Évidemment, on n'a pas pu passer à côté de cette actu, la Ligue des Champions. Donc je vais pas vous poser une question extrêmement originale, tout simplement, qui voyez-vous aller, en finale? Est-ce que vous pensez que le Real Madrid de Zidane va réussir à, triompher de Chelsea? Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain va réussir à renverser la situation parce que cette année, c'est enfin la bonne? Ou alors, est-ce qu'on va assister à, une affiche de Première Ligue en finale de Ligue des Champions? Bon, pour répondre à ta question, bon, le PSG, ils sont très mal embarqués. Ils ont perdu 2-1 au match aller. Remonter ce retard, ça risque d'être compliqué si City fait, un bon match et joue, au mieux de ses capacités. Mais bon, rien n'est sûr, un exploit du PSG reste possible. Mais bon, c'est quand même assez inenvisageable. Pour moi, la finale, ce sera PSG-Chelsea. Voilà, je le dis. La finale, ce sera PSG-Chelsea. Le Paris Saint-Germain a montré qu'à l'extérieur, cette année, il était irrésistible et paradoxalement, à domicile, il avait un blocage. En perdant contre des équipes comme Nantes. Pour Voilà, rappel, 4 buts à Barcelone et 3 buts voilà, à 4 buts Munich à et 3 buts à Barcelone, Manchester. 3-2 à Mais est-ce Munich. qu'ils sont capables de le refaire? C'est Mais plutôt ça. Munich n'avait pas perdu depuis 2 ans en Ligue des Champions et encore 2 ans, je pense qu'ils avaient perdu à l'extérieur. Donc bon, je pense qu'à l'extérieur, le Contre Paris le Real Saint-Germain Madrid. est animé d'un sentiment de revanche, comme s'ils voulaient conquérir les stades européens, et ils ont bien raison. Maintenant, il faut le faire aussi à la maison, parce que quand même, ce serait pas mal de gagner les 2 matchs, mais bon, avec la prestation qu'ils nous ont proposée, on est un peu en dilettante. La frappe de Foden, c'est une erreur de la défense. Ils ont été inexistants. De Bruyne, il était blanc comme un cul. Voilà, d'habitude, il est rouge. Il ressemble à une tomate éclatée par terre, pourrie depuis 20 jours. Là, il Il était était. bien rouge avant le coup franc. Ouais, avant le coup. Là, il était chaud. Parce qu'ils ont laissé Il jouer était même City. rouge. Là, ils ont laissé jouer City. Guardiola, il se grattait la tête alors qu'il n'avait pas de cheveux. C'était vraiment. City était inexistant. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain, il peut absolument le faire.
faut être optimiste, voilà, je me mouille, mais il va le faire, le Paris Saint-Germain va le faire. Et ce sera face au Chelsea de Thomas Tuchel, parce que les retrouvailles, ce sont toujours à deux. Et le sens de l'histoire, finalement, est-ce que ce serait pas que Thiago Silva marque le but de la victoire pour Chelsea à la 90e minute? En connaissant l'histoire du PSG, on peut Sur se un demander. centre de N'Golo Kanté, puisqu'il est de région parisienne. Par rapport à Chelsea-Real, que Chelsea a eu sa chance. Chelsea a eu sa chance en première mi-temps. Chelsea a eu énormément d'occasions. Sauf qu'en fait, Timo Werner joue avec le Real Madrid. Je vois pas d'autre explication. Parce que quand tu peux faire autant de ratés, quand tu peux avoir autant de ballons dans la surface, soit tu fais la passe, soit tu tires, au final tu fais rien. Au bout d'un moment, on peut se poser des questions sur ses capacités à être un vrai buteur de Ligue des Champions. Et on a vu que le Real était mieux placé en deuxième mi-temps. Et honnêtement, je trouve que c'est pas un beau Real qu'on voit jouer, hein, parce que c'est un Real qui joue le contre, c'est un Real qui se procure des occasions. Et par après, pour revenir au Real, ils ont pas beaucoup d'occasions, mais en même temps, ils ont un joueur qui les porte, hein, c'est Benzema. Voilà. Sans Benzema, le Real n'est même pas en Ligue des Champions cette année, à mon sens. Le Real n'existe pas cette année sans Benzema. J'ai vu une stat comme quoi Benzema a marqué 38,4% du total des buts du Real. Et Cristiano Ronaldo, son plus haut taux durant son passage au Real, c'était 37,6%. Ok, très bien. Je pense qu'on a tout dit justement sur cette partie foot. Et on va passer au tennis, hein, comme ça, sans transition, avec Vincent et donc la saison sur terre battue. Donc oui, en effet, on a eu droit à la reprise de la saison sur terre battue avec le premier Masters 1000 donc sur terre Monte-Carlo où Tsitsipas s'est imposé en finale face à Rublev 6-3, 6-3. Un tournoi de reprise pour les meilleurs. Djokovic s'est fait sortir au troisième tour par Dan Evans. La semaine suivante, le tournoi de Barcelone. Et finalement, c'est Nadal qui en sort vainqueur. 6-4, 6-7, 7-5, après avoir sauvé une balle de match sur laquelle ça se joue à une bande du filet hyper serrée. Et donc ma question que j'ai pour vous, selon vous, quels sont les favoris pour Roland-Garros parmi ce groupe de joueurs? Alors, le favori, évidemment, pour moi, c'est Nadal, parce que quand on a 13 titres à Roland-Garros et quand on vient de gagner Barcelone, après un match de 3h40, ça prépare bien pour les matchs en 5-7. Bah, de toute façon, on a toujours le même favori tous les ans, malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a toujours le même, le toréador, le taureau, là, qui à chaque fois marche sur les petits, puis ensuite sur les gros. Mais bon, on va pas revenir dessus. Donc, il y a Nadal. Ensuite, il y a Djokovic qui, chaque année, revient pour au final se faire défoncer. On a l'habitude. Ensuite, Federer qui vient faire une petite exhibition. On ne sait pas ce que ça va donner. Il va aller jusqu'en demi-finale après avoir affronté 3 peintres et un architecte pour ensuite tomber sur Nadal ou Djokovic et se faire détruire. Bon, on attend. Mais après, oui, Tsitsipas, déjà, il est allé en demi-finale l'année dernière. Donc, il va avoir la motivation de faire mieux cette année. Donc pour moi, Tsitsipas, c'est vraiment celui qui peut vraiment aller titiller Nadal cette année. Medvedev, n'en parlons pas, il n'arrive pas à gagner un match sur terre battue, le pauvre. Ok, bon bah, je sais pas si Cyrus, tu veux dire quelque chose? Cyrus, le fan de Gaël Monfils. Ça c'est vrai, ouais, ça Moi, bouge pas. je veux parler de Gaël Monfils parce que on a tendance à tort de dire que c'est une catastrophe ces dernières saisons, ces derniers mois surtout. Mais je pense que Gaël Monfils va savoir se surpasser par l'enjeu de l'événement. Il n'attend que ça. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone hier. Il m'a dit, je Ah oui. n'attends que ça. Et dis-le bien à double break devant les 8 viewers pour le faire savoir à la France entière. Et, et devant le public de Roland-Garros, il saura se surpasser pour offrir des performances exceptionnelles. Et c'est pour ça que le débat qui va suivre me paraît être aberrant. Alors, Bon, le bon. débat justement qui va suivre concerne le tennis français en crise. Parce que moi, je considère qu'il est en crise. J'ai écrit ce programme et je trouvais ça parfaitement logique. Cyrus trouve ça aberrant, mais je pense que Mickaël est plutôt d'accord avec moi, alors on te laisse prendre la parole pour ce Cyrus dernier a pas sujet. l'air très d'accord, hein. Bon, je pense que tu n'es pas le seul à voir le tennis français en crise, Andrea. Je pense que quand tu vas sur les forums, l'équipe, des articles des défaites françaises, il y en a qui se réjouissent à chaque fois du désarroi que nous procure
chaque performance de ce piètre tennis qui nous est proposé. Alors moi, j'en ai plus que marre de voir tous nos compatriotes se faire sortir le lundi, le mardi, des fois le mercredi, après quelques exploits intempestifs. Mais moi, j'en ai plus que marre. J'en ai plus que marre car hier, encore une fois, un article m'a plongé dans le désarroi total. J'ai carrément vu que l'équipe avait fait un article sur la victoire d'Arthur Cazaux au premier tour des qualifications du Masters 1000 de Madrid face à Sébastien Corda. Tu lui reproches quoi, d'avoir gagné? Non, je reproche au tennis français qu'on en soit réduit à en arriver là, à faire un article sur un jeune qui gagne face au 65e mondial. Quand vous avez des athlètes comme Benoît Paire qui balance ses matchs, qui est là pour gagner 12 000 balles, pour se barrer ensuite aux Maldives et dire j'en ai rien à branler du tennis, à un moment donné, c'est ravageur, c'est pas possible. Le meilleur joueur français, Gaël Monfils, il se fait une entorse toutes les 3 semaines et il nous fait croire qu'il va revenir en forme alors qu'il perd ensuite contre un Finlandais au premier tour d'un grand chelem. Et après, vous avez quoi? Les 4 mousquetaires. Ah oui, les 4 mousquetaires, l'époque où il y avait 4 mousquetaires, 4 Français dans le top 20. Elle est où cette époque? Aujourd'hui, vous avez Joey Fritzonga qui fait des pubs pour Kinder Bueno. Vous avez Gilles Simon qui ne sait plus faire un revers. Et vous avez ensuite Richard Gasquet qui a mal au dos toutes les semaines. C'est pas Il possible. y a une transition, la génération. Mais c'est la son- transition avec quelle génération? Il n'y a pas de Bah, génération. peut-être. Et franchement, moi, j'en ai plus que marre du tennis français. Et oui, on est en train de mourir un petit peu. Mais de toute façon, on est déjà mort depuis longtemps. Mais la mort est en train de mourir. C'est un nouveau concept. On invente quelque chose. C'est français, voilà, tout simplement. Les autres pays n'ont pas ce problème. Nous, on n'arrive pas à sortir un putain de gamin qui n'est pas capable de faire un quart de finale en Grand Chelem. Pour vous imaginer la situation, avec le tennis, c'est le deuxième sport avec le plus de licenciés en France. Et j'espère qu'il y en a, ils vont se réveiller, ils vont prendre conscience que la situation elle est dramatique dans le tennis français. C'est pas possible qu'un sport comme le tennis en France, avec toute l'histoire qui nous rappelle, avec les Lacoste, les Cochet, les Lecomte, toutes ces légendes, Noah, franchement, les 4 mousquetaires, les vrais 4 mousquetaires dans les années 30, ils marchaient sur l'eau. Et ils sont où les 4 mousquetaires aujourd'hui? Ils sont nulle part. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mousquetaires. Il n'y a pas de mousquetaires. Il y a des chevaliers sans chevaux. Ils arrêtent de balancer des points n'importe où en pensant que ça va passer. Ça marche plus comme ça, le tennis. On n'est plus dans les années 30. Et moi, je suis pour une refonte totale du système du tennis français. Le signe direct de ce problème, c'est le fait que Benoît Paire soit numéro 3 français. C'est-à-dire qu'au classement ATP, le 3e meilleur français, donc sur le podium quand même. C'est un mec qui a fait 5 semaines d'arrêt en pleine saison. C'est un mec qui dit ouvertement qu'il n'aime pas le tennis. Et c'est un mec qui arrive et qui, on ne sait même pas pourquoi il est là, qui balance ses matchs à tout va en disant que lui, il en est parfaitement content. Et aujourd'hui, il manque surtout un leader. Qui est le leader du tennis français? Et donc, est-ce qu'il y a un problème de mentalité? Je ne sais pas parce que je ne vis pas avec Hugo Humbert, mais en France, je pense quand même que de façon plus générale, il y a un problème de mentalité. Et je dis stop ouvertement à la phrase l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer, pour la transformer en l'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. Les deux meilleurs actuellement, J'étais c'est premier à remercier. Arthur Rinderknecht et Benjamin Bonzi. Hein. Ils vont avoir leur wildcard pour Roland Garros et c'est les deux meilleurs actuellement. Hein. Ils sont 119e. Benjamin Bonzi va être 119e et Arthur Rinderknecht 120e. Je crois qu'il va le talonner. Donc franchement, non, 115e il va être et l'autre 119e. Donc ils vont se talonner, mais voilà, c'est les deux meilleurs Français actuellement. Les deux meilleurs Français à la race. Donc, on se raccroche à ça, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Ce seront deux wildcards. Voilà, c'est les wildcards qui nous font espérer une grande performance. On est vraiment dans un monde parallèle. Et c'est avec ces mots tragiques que cette émission touche à sa fin. Salut. Salut. Salut à tous.